Bienvenue dans ces plateaux spéciaux consacrés au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Dans ce plateau spécial, il sera question de tout comprendre sur l'initiative Pacte social et ses enjeux. C'est quoi cette initiative? Que vise-t-elle? Pourquoi faire confiance à cette initiative? Quel est son apport face aux crises sociopolitiques et sécuritaires que traverse actuellement la RDC? Des éclaircissements avec nos invités qui portent cette initiative des églises protestantes et catholiques en République démocratique du Congo. Il s'agit donc du révérend Eric Senga, secrétaire général de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo, ainsi que Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Cette émission vous est présentée par Clarisse Moussamba et elle connaît alors la participation de journalistes qui sont partenaires à l'Église. Il s'agit donc de Élisée Odia des Yabiso.cd et puis Bernard Poi de la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Bonjour Monseigneur Donatien Cholet. Bonjour Révérend Eric Senga. Bonjour madame. Bienvenue à vous dans ce plateau spécial. Merci. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer d'où est partie l'initiative de ces pactes sociaux pour la paix en RDC? Monseigneur Cholet, à vous la parole. Merci beaucoup. Nous sommes des porte-parole de l'initiative, mais c'est l'initiative de deux institutions, de deux églises, l'ECC et l'Église catholique représentée par la CENCO. Cette initiative est le fruit de notre vivre ensemble comme Église. Depuis un certain temps, nous cheminons ensemble, nous regardons dans la même direction sur les questions sociopolitiques, socio-pastorales. Et là, nous nous sommes retrouvés dans une situation où le pays courait un grand risque de fritement. Donc, une crise politico-militaire qui commençait à avoir des proportions inquiétantes. Tous les pays avaient compté sur une solution militaire. Et déjà, comme pasteur, nous ne soutiendra jamais une solution militaire. Et quand bien même on aurait bien voulu en encourager, nous avons encouragé qu'on ait une armée forte pour nous défendre. La réalité sur le terrain montrait clairement qu'on ne résolverait pas cette crise par une force militaire. Quoi faire? Et c'était l'approche de Noël. Les leaders des deux églises se sont retrouvés ensemble et ils ont consulté chacun de ses collaborateurs. Le révérend Bokondoa à l'Assemblée synodale, le Monseigneur Fulgence, l'Assemblée des évêques. Finalement, on s'est mis d'accord sur la nécessité de mettre en place une initiative alternative et plus efficace dans l'objectif d'une paix durable. Tout est parti le jour de Noël. Du côté protestant comme du côté catholique, une lettre a été écrite pour aller dans ce sens-là. Vous comprendrez dans la suite que c'est un travail qui demande une grande expertise parce que nous ne sommes pas des experts en toutes ces questions. Nous, c'est la volonté pastorale, c'est une initiative pastorale. Alors, il fallait se faire accompagner des techniciens et on est tombé sur un d'abord qui présente le profil d'un guerrier. Il était chef d'état-major pendant la guerre et puis maintenant il s'est converti en chantre de la paix et on s'est associé aussi d'autres experts de l'ECC et d'autres pour former un secrétariat technique. Et voilà, je crois avoir répondu à votre question. Elle vise quoi exactement, révérend Eric Senga? Bon, comme l'a dit Monseigneur, il faut aussi rappeler que le contexte dans lequel l'initiative a été conçue est marqué par trois grands événements. Il y a d'abord, nous sommes en décembre, la pression militaire sur la ville de Goma qui fait augmenter la peur, la panique. Goma tombera, Goma ne tombera pas.
Deuxièmement, il y a la question diplomatique avec l'échec de la rencontre de deux chefs d'État, le président Kagame et le président Tshisekedi à Luanda, le 15 décembre, parce que c'était une rencontre qui devrait, en principe, donner une perspective au processus de Luanda. Le troisième élément, c'est les débats au niveau de l'opinion nationale sur l'essor de la Constitution. Il vous souviendra en décembre, tous les débats est que la Constitution sera changée ou non, modifiée ou non. Et donc, ces trois éléments ont renforcé l'analyse des deux églises sur la pertinence de proposer une approche beaucoup plus holistique. Et voilà pourquoi nous avons dit les contextes politiques, les contextes sécuritaires et les contextes diplomatiques ont été à la base de réflexions qui ont proposé cette initiative. Et donc, en termes d'objectifs, l'initiative vise à court terme pacifier et unifier le pays. Parce que les deux institutions se sont dit, on ne peut pas ignorer la complexité de cette crise tant qu'il y a des ramifications à l'interne, la fragilité de notre système à l'interne, mais aussi la réalité externe alimentée par des rivalités internationales. Donc, pour s'en sortir, nous devons d'abord reconstruire les corps social, ce qu'on appelle la cohésion nationale, parce qu'il y a beaucoup de fragilité à l'interne, il y a des divisions, des frustrations, et que dans ces conditions, il nous est difficile de faire face à ces grands défis. Donc, il fallait commencer par mettre les fils et les filles du pays ensemble. Je rappelle en passant que pour le compte de l'Église protestante, par exemple, ce n'était pas la première fois qu'il y a un appel au dialogue. Où il vous souviendra, depuis 2019 même, le président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend Dr Mokundoa, les comités exécutifs nationaux et même les synodes nationaux dans la structuration de notre institution avaient appelé au dialogue. Donc, il faut retenir ici que l'initiative a trois objectifs. À court terme, pacifier et unifier le pays en mettant les fils et les filles du pays ensemble et réfléchir pour dégager un consensus national sur des questions qui divisent l'opinion, mais aussi qui fragilisent notre système d'existence en tant que nation et État. Après, à moyen terme, aussitôt qu'on aura construit ces consensus nationaux, nous irons dans une dynamique nationale, dans un grand dialogue avec les États de la région, puisque nous sommes aujourd'hui convaincus que toutes les crises militaires ou armées qui nous viennent passent toujours par le pays voisin. Et donc, il faut une véritable discussion ou un vrai dialogue. Et de ces dialogues régionaux, voire internationaux, nous aurons maintenant à long terme reconstruire la paix à partir de la base par une vaste campagne d'éducation à la paix. Et c'est cela la dimension du vivre ensemble à l'interne et même au niveau de la région. Pourquoi alors la population doit-elle faire confiance à cette initiative portée par l'ECC et la SYNCO? Parce que c'est pas seulement une alternative, mais c'est la voie royale, pour trois raisons. La première raison, c'est que c'est une initiative qui fait l'acquisition des expériences de notre passé, qui se projette au-delà des réalités actuelles, mais qui va dans une approche diachronique pour évaluer ce qu'a été le Congo il y a 60 ans passés, ce qu'il est devenu et ce qui devrait être dans les années prochaines. Donc, il y a d'abord cette dimension holistique, par le fait que c'est une initiative qui rend une vaste étendue d'analyse. Deuxième raison, parce que son approche est réparatrice ou restauratrice et non punitive. Ici, l'initiative ne cherche pas à mettre un tribunal pour juger les bons et les mauvais, les démons ou les anges. L'initiative pense qu'à cette étape de notre histoire, nous devons prendre un recul philosophique et une conscience spirituelle pour se rendre à l'évidence qu'il y a un passé commun que nous devons tous assumer. À partir de ces passés communs, dans un esprit de pardon, de réconciliation, pas de naïveté, donc, qui tire des leçons de notre expérience, nous pouvons maintenant réinventer ensemble un devenir commun. Et donc la troisième chose qui est aussi spéciale, c'est que l'initiative ne s'arrête pas seulement sur le Congo en tant que nation.
L'initiative comprend le rôle prophétique de la nation congolaise en tant que poumon d'Afrique, et elle s'est dit, si le Congo se relève, c'est l'Afrique qui se relèvera, c'est la stabilité de tous. Voilà les trois raisons que je peux avancer. Je pense que mon collègue va compléter. Je vais ajouter pourquoi est-ce que le Congolais doit avoir confiance à cette initiative. Je dirais avant tout parce que c'est une initiative des pasteurs. Il ne s'agit pas d'une initiative de quelques individus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du côté de l'Église protestante, c'est l'Église à travers ce qu'il la représente au niveau des synodes. Du côté de l'Église catholique, c'est l'assemblée de tous les évêques de toutes les provinces. Et ce sont des gens qui ont démontré qu'ils n'ont pas l'ambition de diriger ce pays. Je ne crois pas qu'il y ait une structure qui aime mieux, qui cherche mieux le bien du peuple congolais que les pères spirituels, tous réunis ensemble. Nous sommes la petite équipe là, le révérend Bokonda, Monseigneur Fulgence, le révérend Eric et moi. Nous ne sommes que les représentants de ces individus. Alors quand les deux grandes églises se mettent ensemble, ils ont analysé, ils ont mûri, ils ont pris l'initiative, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas croire à ça. Monseigneur Donatien Cholet, comme vous avez la parole, est-ce que le peuple congolais est-il directement partie prenante dans cette initiative ou il est spectateur? Ben, je crois que vous savez bien, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont abouti au dialogue pour résoudre la crise qui devient cyclique. Mais vous conviendrez avec moi que c'est la première fois qu'un effort est fait pour atteindre toutes les couches de la société dans l'objectif qu'ils s'approprient de cette initiative parce que c'est tous les Congolais qui doivent être engagés. Ce n'est pas l'effort, ce n'est pas seulement la classe politique. Je crois que le résultat escompté deviendrait évident si la majorité du peuple congolais comprend et s'engage à soutenir l'initiative. Et actuellement, pourriez-vous nous faire un état des lieux de démarches que vous avez déjà menées dans le cadre de cette initiative? L'état des lieux, c'est que premièrement, nous avons réussi à cette étape des choses de mettre dans l'opinion publique nationale et internationale la nette conviction que le pacte social est une voie royale des solutions. Il vous souviendra, en décembre, janvier, il y avait une forte tension autour même de l'initiative. D'aucuns n'acceptaient pas que le dialogue soit le mécanisme nécessaire par rapport à la nature du conflit. Pour les uns, il fallait rester sur l'option militaire, il fallait se battre. Pour les autres, il fallait utiliser d'autres mécanismes. Mais aujourd'hui, grâce au travail mené par les leaderships de ces pères de l'Église ou des églises, nous pouvons aujourd'hui affirmer que dans le narratif institutionnel interne, au niveau international et même au niveau de la base, tout le monde est convaincu qu'il faut le dialogue. Le deuxième acquis en termes d'état des lieux, c'est que nous avons aujourd'hui évolué dans la mesure où, même lorsque nous parlons de l'accord de Washington ou même de Doha, quand vous lisez dans les fonds de ces accords, mais c'est l'approche proposée par le pacte social. Parce que dès le départ, nous étions convaincus qu'il fallait séparer la dimension interne de la dimension externe. Nous autres, c'est ce qui nous a d'ailleurs conduit à arriver au Rwanda et dans d'autres États. Parce que nous estimions qu'il y a une responsabilité directe à reconnaître au Rwanda dans cette affaire. C'est ça la dimension agression, comme cela est dit au niveau du pays. Mais en même temps qu'il était important d'écouter les revendications et de trouver le mécanisme international pour accompagner la solution. Et deuxièmement, nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait aussi écouter, pas seulement ceux qui ont pris les armes, mais aussi la société en général. Donc c'est ce qui a expliqué notre présence à Goma. Aujourd'hui, tout le monde est content, on parle de l'accord de Washington, maintenant nous attendons celui de Doha, mais effectivement c'est l'approche proposée par le pacte et en termes d'état des lieux, nous disons c'est positif. Ce qui est encore négatif, c'est un peu l'ambiguïté communicationnelle parce que beaucoup ne comprennent pas. Certains pensent que le pacte est un document écrit que nous voulons imposer comme un dogme national au pays. D'autres pensent que le pacte est serré au service des courants politiques.
de tel ou tel autre bord, et c'est l'exercice auquel nous nous livrons. Merci d'ailleurs à cette initiative qui nous invite à expliquer davantage pour vulgariser et communiquer avec netteté la substance du pacte ainsi que ses objectifs à atteindre. Et vous en êtes satisfait, Monseigneur Donatien Cholet? Oui, bon, on est à ce niveau. À ce niveau, on est quand même satisfait. J'aimerais ajouter ce que j'ai perdu de vue là. C'est bien sûr l'initiative des deux églises, mais les deux églises ne s'imposent pas à la nation. Dans le sens de consultation, c'est aussi recueillir le point de vue des autres pour enrichir, parce qu'aucune initiative n'est parfaite. Voilà pourquoi nous sommes allés même vers les autres confessions religieuses qui ont aussi quelque chose à porter, parce que l'enjeu, c'est le vivre ensemble. Donc, on ne peut pas prétendre vivre ensemble et sans collaborer avec les autres confessions religieuses. Donc, depuis le début, nous sommes restés dans cette perspective-là. Alors, bon, je suis content parce que maintenant, on commence à se parler. Je crois que ça va aller dans la bonne direction. Nous allons maintenant passer la parole à notre consoeur et notre confrère Élisée Odia et Bernard Poy pour aussi poser leurs questions à nos invités. Vous avez la parole, Madame Élisée. Bonjour Monseigneur, bonjour Révérend. Washington est venu après. On a vu que ça aboutit, il y a une signature. Doha est venu après votre initiative. Qu'est-ce qui bloque avec vous? Il faut faire d'abord la différence entre Washington et Doha, qui ne sont pas des processus, mais qui sont des initiatives qui font intervenir justement des États. C'est au niveau étatique. Et c'est plus facile pour Washington parce qu'il s'agit d'une grande puissance qui fait appel aux États concernés. Et c'est un acquis important parce que ça nous permet justement, au niveau étatique, de trouver un cadre fiable. À notre niveau, c'est un processus qui ne se limite pas à la signature d'un accord. Nous sommes dans un processus de paix dont les résultats s'évalueront en fonction de la reconstruction du tissu national, de la cohésion nationale et de perspectives fiables du vivre ensemble. Qu'est-ce qui bloque? Alors, rien ne bloque jusque-là. Nous sommes en plein processus, comme je disais, c'est comme ça que j'assiste. Nous sommes en phase de discussion parce qu'un processus de paix est toujours complexe et parfois long. Et nous sommes dans l'évolution normale des choses. Monseigneur, qui bloque? Rien ne bloque jusque-là. Qui bloque? Personne ne bloque. Personne ne bloque parce qu'on est en train d'avancer, je dirais. Vous avancez comment aujourd'hui? Il y a eu la mise en place de cette commission mixte après votre rencontre avec le chef de l'État. Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes en train de travailler. Est-ce que vous avez une deadline où vous pensez travailler de manière interminable? Ce n'est pas la mathématique, madame. C'est un processus et l'objectif, c'est la paix durable. Et pour arriver à une paix durable, ça a un prix. Le prix, c'est aussi le temps à prendre pour faire sérieusement les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai vu que vous êtes satisfait des avancées qui ont été faites, est-ce qu'il y a eu une introspection de votre part et que vous êtes dit, je ne vais pas parler de l'ECC, je viens à l'Église catholique. Est-ce que vous n'êtes pas à la base de ce blocage que vous ne voulez pas citer? C'est vous le problème en réalité, l'Église catholique. À vous de me le révéler. Oui, quand vous allez à Goma, on ne va pas se rappeler ce sourire que vous avez arboré qui a fait couler d'encre. Et récemment, on a vu le Monseigneur Fulgence Mouteba qui s'est rendu à Goma. Est-ce que vous ne donnez pas là autant de raisons pour essayer de discréditer ce processus ou ce pacte? Merci, madame. Je vais commencer par dire que c'est une initiative pastorale. L'objectif, c'est de vivre ensemble. Notre modèle, c'est le Christ. C'est pas pour rien que l'initiative a été lancée le jour de Noël. Et c'est ce Christ qui fréquentait toutes les catégories, même les gens qui étaient mis à l'écart parce qu'ils étaient considérés comme étant des pécheurs. Il ne revient pas de juger qui est pécheur, qui est bon, mais si l'on estime quelqu'un qui tue est un pécheur, hein? Quelqu'un qui assassine est d'office un pécheur. Oui, les pécheurs, c'est le cas avec ceux qui ont tué. Je suis d'accord avec vous. Les pécheurs et les saints, on les trouve partout, peut-être même dans les églises, pour être franc. Et ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont des malades. Et donc, nous sommes dans une perspective pastorale. Et pour mettre tout le monde ensemble, vous savez, juste un exemple, le pape
Jean-Paul II. Il a failli être tué, on a tiré sur lui par un Tunisien, je parle à ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé en prison le bénir. Nous sommes des pasteurs, madame. Donc, vous ne pouvez pas nous dissocier de notre initiative pastorale. Vous l'avez fait une première fois quand il y a eu cette délégation qui est partie à Goma. Mais récidivé, je ne regarde même pas les CC, je regarde l'Église catholique. Quand vous récidivez avec le président de la Synco, qui va là-bas, qui s'assoit autour d'une même table, avec les gens qui ont tué, les agresseurs, on se dit, mais il y a un problème. Avec l'Église qui donne des béquilles aux agresseurs. Il faut justement que ce soit un mal pour que ce soit mauvais de récidiver. Nous sommes allés à Goma, nous sommes restés 6 heures avec eux. Vous ne savez pas ce qui... C'était pas pour rire. Vous ne savez pas ce qui nous a fait rire. La photo dont vous parlez là, c'était un dîner. D'abord, les gens parlent de l'anniversaire de Nanga, c'est faux. C'était un dîner organisé par le diocèse de Goma à l'occasion de cette cérémonie-là. Il était à table. Corneille Nanga l'approche. Il lui dit quelque chose qui lui fait rire. Vous savez que le rire est naturel. Il veut vraiment là où on lui fait rire, vraiment renfrogner le visage. Madame, n'exagérons pas. Mais est-ce que vous comprenez quand même, vous comprenez que cela puisse blesser certains? Pour ceux qui n'ont pas de sensibilité pastorale, oui, donc c'est question de leur expliquer le contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, dans une bonne partie de la population, je ne suis pas encore au niveau de l'ECC parce que je suis désolée de diviser le binôme. Ah, c'est ça non, mais pas l'erreur, parce qu'on retrouve beaucoup plus les remarques qui vont à l'endroit de l'Église catholique qu'à l'endroit de l'ECC. Loin de moi l'idée de vous diviser. Est-ce que vous vous rendez, vous êtes dit à un moment qu'il faudrait entendre ces gens-là qui sont en train de dire que l'Église catholique est en train de faire les jeux de l'agresseur, des rebelles et de certains politiques, justement à cause de ces actes-là? Madame, n'oubliez pas qu'au départ, on nous a traités de traîtres parce que nous soutenions l'idée de dialoguer avec les M23. Parce que nous sommes allés rencontrer Kagame. Et après, l'histoire, l'avenir nous a donné raison. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Expliquez-nous, sinon on reste dans la confusion. Je vous explique justement qu'on est dans une approche pastorale. Vous savez, il faut un grand courage pastoral. Le fait d'être avec les autres, on est plus proche au quotidien avec l'institution présidente qu'avec ceux qui sont de l'autre côté à Goma. Est-ce que ceux qui sont à Goma, ils nous suspectent parce que nous sommes tout le temps avec l'équipe de la présidence? Donc je crois qu'il faut élever les débats. Ça, c'est vraiment des débats. Monseigneur, moi j'aimerais compléter justement la question de la consoeur. La préoccupation principale par rapport à tout ce qui vient de se dire est de savoir le pacte ou l'initiative est essentiellement au profit de la population qui est victime premièrement de l'insécurité. Est-ce que vous ne vous mettez pas à la place de cette population qui vous voit, vous les pasteurs, quand vous les clamez bien, sourire avec les gens qui ont tué les membres de leur famille? C'est ça la question. Monsieur, je crois que c'est au nom de ce nombre de morts que nous nous sommes engagés dans cette initiative. Vous savez, dans nos coutumes, même quand vous allez au deuil, il y a un moment où on se décontracte. Ce n'est pas qu'on rit alors que le corps du mort est là. Donc, il faudra plutôt distinguer ce qui est une expression liée à une circonstance, à une attitude par rapport à une posture. Je crois que vous avez noté que l'Église catholique, pour parler de nous, a souvent été très critique par rapport à la gouvernance du pays, pas seulement avec l'actuel président, depuis toujours. Mais vous aurez constaté que depuis cette initiative, depuis le début de l'année, l'Église catholique a différents messages. Aucune critique de la gouvernance du pays. L'Église catholique a souvent critiqué vous vous souvenez de la déclaration du cardinal quand il avait fait sa tournée à l'Est? Mais c'est lui qui a attiré l'attention contre l'agression. Nous sommes allés, j'étais là, jusqu'à Rutshuru, on n'a pas commencé aujourd'hui. En 2012, rencontrer M23, c'était avec Makenga. C'était pour lui dire bravo? Non. Donc, on est en crise. La stratégie que nous avons nous-mêmes,
On a plusieurs fois condamné, on n'a pas de solution. Maintenant, il faut dialoguer. Vous n'allez pas d'abord attaquer la personne que vous voulez avoir autour d'une table, vous l'aurez encore à table. Donc, il y a quand même une posture pour mettre les uns et les autres en confiance pour que le dialogue soit possible. On est dans cette perspective-là. Mais est-ce que vous prenez et puis, les mauvais, ils ne sont pas que d'un côté. Mais dans ce cas, il faudrait aussi avoir le temps d'expliquer à cette population parce que parfois, il y a des questions qui se posent au niveau de la société. Exactement. Merci de nous donner l'occasion justement d'expliquer. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Bon, je vais poser la question au révérend Eric. Révérend Eric, avant le début ou le lancement de cette initiative, il n'y avait pas encore les discussions au niveau des Doha, encore moins à Washington. Aujourd'hui, avec tous les avancées enregistrées par le gouvernement pour la résolution de l'insécurité, pensez-vous que, à votre niveau, avec cet élan dont nous sommes lancés, le pacte tient encore son raison d'être? Bien évidemment, parce que, comme je l'ai dit, n'oubliez pas que nous sommes dans un processus qui est complexe. Une bonne analyse exigerait à ce que nous prenions chaque élément et les placer dans le contexte global du processus de paix. Pour rappel, nous avons commencé à Nairobi, dans ce qu'on appelle le processus de Nairobi. Quand nous parlons de Nairobi, il faut les lier à la présence de la RDC au sein de l'EAC. La crise commence, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Il y a l'armée de l'EAC qui doit venir, il y a une diplomatie qui est menée à ces niveaux-là, et il y a des discussions. Dans le processus, il fallait identifier les groupes armés, pas seulement les M23, encore qu'à l'époque, ils n'avaient pas la même proportion en termes d'occupation des territoires. Il y a une sorte de résolution qui en découle. Entre autres, il faut les campements, il faut les désarmements, il faut la démobilisation. Ça n'a pas marché, pour des raisons que nous connaissons tous. Et malheureusement, les choses ont capoté, il y a méfiance et tout ce qui va avec. C'est la tension qui monte entre la RDC et Kigali. C'est là qu'intervient le processus de Luanda, parce que la RDC va se tourner vers la SADC pour solliciter en même temps les forces pour venir attaquer les mouvements qui évoluent de plus en plus d'un côté, mais de l'autre, pour aussi accepter de participer à un nouveau processus qui commence, celui de Luanda. Je note avec vous que le processus de Luanda était essentiellement pour résoudre la tension entre Kigali et Kinshasa. Mais au bout des termes, je l'ai dit ici à ma première intervention, le 15 décembre, malheureusement, cette rencontre tant entendue n'aura pas eu lieu parce que le président Kagame s'est rétracté du fait des sanctions européennes. Et on fusionne les deux processus. Là, on n'a pas Doha, on n'a pas Washington. Donc, il faut reconnaître que le processus est en train de poursuivre. Mais quand vous lisez maintenant les contenus du processus de Luanda, tel que fusionné avec un médiateur, le président Faure Gnassingbe et 5 co-facilitateurs, vous allez vous rendre compte que la résolution 2773 qui a été prise par le Conseil de sécurité a comme substance les éléments du processus de Nairobi mélangés à celui de Luanda. C'est comme ça qu'il y a des recommandations telles que le retrait impératif des forces rwandaises, la neutralisation des FDLR, la levée des mesures de défense du Rwanda. Tout ça ne tombe pas au hasard. Ce sont les résultats de ces processus combinés. Maintenant, on se rend compte quand même qu'en dépit de ces processus, il y avait toujours des choses qui devraient se compléter. Lequel, entre autres, la confiance entre partis et un engagement bilatéral entre les États. C'est ça les résumés de Washington. Initialement, Washington n'était pas pensé par Kinshasa comme un accord tripartite. Washington était voulu comme un accord bilatéral entre Kinshasa et les États-Unis, minerais et sécurité. C'est dans les discussions et dans l'approche de la diplomatie fragmentée que les États-Unis vont inviter les Rwandais. Pas pour rien, parce qu'il y a aussi des commentaires qui vont dans tous les sens. Parce que dans l'analyse des États-Unis, ils sont dans la dimension géostratégique. D'un côté, il y a les minéraux critiques au Congo dont ils ont besoin, mais ces minéraux ne peuvent s'exploiter que dans une condition de paix durable. Or, les conflits entre les Rwandais et Kinshasa non seulement mettent en mal les conditions d'exploitation de ces minéraux, mais en même temps, le président américain milite pour l'obtention ou la reconnaissance d'un Nobel de paix. Donc un prix Nobel, comme on dirait. Et mettez cela aussi sur la ligne de la rivalité internationale entre la Chine et les États-Unis
en s'est compris l'exploitation des minéraux critiques du Congo. Donc, au-delà de nous, Congo, entre nous Congolais, Congo-Rwanda, il y a une autre bataille très sévère des positionnements dans l'exploitation des minéraux critiques qui détermineront la position de la puissance mondiale dans les années à venir. Alors, intégrant tout cela, c'est là que vous pouvez comprendre maintenant l'essence. Donc, c'est un accord à la fois sécurité, mais aussi business, mais au-delà des business, position géostratégique pour les enjeux à venir. Quand nous résumons cela, c'est pour dire le pacte social reste le vecteur national qui va recueillir justement comme un réceptacle toutes les résolutions ou les acquis de ces accords. Parce que aucunement l'accord de Washington viendra régler les questions du processus électoral. Ça ne viendra pas régler les questions de la réconciliation nationale. Ça ne reviendra pas régler la question de la congolité ou la question identitaire ou les tensions communautaires. L'accord de Washington ne viendra jamais éduquer les uns les autres à la paix et ne va jamais travailler dans les fonds pour la réconciliation de la base jusqu'au sommet. Autant l'accord de Doha, tel que nous le voyons arriver, c'est un accord qui veut régler des questions militaires sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'étendue du pays, du territoire, d'un côté, mais aussi la revendication, la reconnaissance des revendications de ceux qui ont pris les armes. Donc, dans tous les cas, je termine pour dire, seul un dialogue national, au-delà du dialogue, le pacte social peut constituer le substrat à partir duquel la réinvention du Congo en tant que nation et État peut partir. Lorsque on vous entend parler, on comprend que le pacte social n'a pas que les volets sécuritaires, alors que jusque-là, dans vos communications, on voit plus le côté sécurité. Alors si aujourd'hui, avec les différents processus, et on aboutissait par exemple à l'accord global de paix, notamment avec l'accord le processus de Washington, mais cela pousserait peut-être le pacte social à changer sa ligne, son objectif principal qui est justement sécuritaire. Non, l'objectif, je l'ai dit, il y a trois objectifs. À court terme, c'est ce qui est lié à la sécurité, mais aussi au-delà de la sécurité, il y a des questions purement politiques, sociopolitiques. Par exemple, nous sommes en 2025, au beau milieu de l'année. Personne ne sait les sorts réservés au processus électoral de 2028. Normalement, selon le calendrier, nous sommes en dépassement sur des opérations préélectorales. Ça, c'est une question. Mais comment s'y prendre? Nous avons plus de 7 millions de déplacés actuellement. Il y a tous ces mouvements de déplacement d'un côté, mais les contraintes sécuritaires où certaines zones seront inaccessibles. Ça, c'est une question nationale que le pacte évoque, qui n'a rien à voir avec, c'est vrai, en lien avec les questions sécuritaires, mais forcément des questions du processus démocratique. La question identitaire, la congolité. On parle des conditions de nationalité dans notre constitution et dans nos lois. On parle de la reconnaissance de la congolité, mais il se pose un problème de qui est congolais, qui ne l'est pas. On a vu lors des élections de 2023 comment la méfiance et les replis identitaires ont gagné l'espace des propagandes électorales. Donc, nous estimons que le pacte social, pour répondre à votre question, ne se limite pas que sur des questions militaires, mais c'est sur les questions de paix. Et la paix n'est pas que l'absence des armes. La paix va au-delà de l'absence des armes ou le bruit des armes. La paix, c'est la quiétude, la tranquillité, mais aussi l'acceptation mutuelle. Donc c'est là où nous sommes, c'est pour dire que ce n'est pas que sur des questions sécuritaires. Moi, je voulais revenir à cette initiative de pacte social. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir, ou vous avez déjà envisagé qu'on ait ici un dialogue en dehors de l'initiative que vous portez? C'est faisable? C'est faisable si la République en décide. C'est comme ça que nous disons, le pacte n'est pas un dogme national. Des fois, que nous venons imposer. C'est notre contribution. C'était la voie royale, comme si en dehors de ça, est-ce que le président de la République peut de lui-même décider de mettre en place une initiative, en tout cas vous bypassant, passant outre votre initiative? Est-ce que vous serez partant? L'important, peut-être que le collègue va rajouter, c'est pas que le président les convoque ou pas. Il faut qu'on réfléchisse toujours dans l'approche axée sur les résultats. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas notre présence, mais c'est l'évaluation des risques et la capacité de produire les résultats. Aujourd'hui, il faut le dire, aucune autre initiative n'a le mérite d'obtenir la légitimité au niveau national, régional et international. Elle a fait le tour du monde, cette initiative.
Aujourd'hui, on peut beau appeler, mais la question, est-ce que tout le monde sera là? Est-ce que tout le monde saura croire en ce qui sera fait comme étant la voie des solutions? Donc, nous, s'il le dit aujourd'hui, ben écoutez, on propose autre chose mieux que ça, nous sommes Congolais avant tout. Les églises ne vont pas s'y opposer, ils ne vont pas s'y opposer pour dire les pactes ou rien, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Monseigneur. Je vais enchaîner, c'est-à-dire, quand tu dis c'est la voie royale, ce n'est pas lié à nos personnes, à nos églises. La voie royale, c'est que on ne sortirait pas de cette crise s'il n'y a pas un dialogue inclusif. Même avec ceux qui ont pris des armes que vous pouvez taxer de tous les mots, si vous ne les associez pas dans un dialogue, on n'aura pas de paix. Alors, c'est une initiative que nous proposons. Si jamais, parce qu'elle ne peut se matérialiser qu'avec l'accord de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, si le président refuse et dit non, je ne veux pas de cette initiative avec vous, il n'aura pas lieu. Aujourd'hui, si une autre initiative est prise, l'autre camp dit je ne vais pas dans cette initiative avec vous, elle ne sera pas prise. Donc nous sommes condamnés à être ensemble. Voilà toute tout l'effort que nous sommes en train de faire comme Église pour rassurer les uns et les autres. Et l'effort est en train d'être fait. Pour revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure là, oui, nous pouvons considérer ceux qui sont à Goma comme étant les ennemis du pays. Mais nous, comme pasteurs, la Bible nous dit qu'il faut aimer vos ennemis. Il ne faut pas les combattre, mais il faut combattre ce qui les rend nos ennemis. Donc, on est vraiment sur le plan pastoral. Monseigneur Cholet, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs politiques se rangent derrière l'initiative de l'ECC 5O. Est-ce que cette vision est aussi soutenue par le président de la République? Bon, je crois que nous avons commencé par lui. On lui a donné la primaire pour des raisons évidentes. C'est lui le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. Et on a officiellement, donc c'est à lui aussi qu'on a donné la primaire de rapport d'information avant de donner aux autres. Et quand nous avons commencé par lui, il avait reconnu que c'était une initiative louable. C'est après Goma qu'il y avait un peu de pécheurs en eau trouble qui ont voulu semer la confusion. Je crois qu'avec le temps, les choses, c'est un peu comme la parabole de l'ivraie. Hein? Vous semez du bon grain, mais bien semer de l'ivraie. À un moment donné, bon, on saura les distinguer à la fin. On profite de votre présence ici pour élaguer certaines rumeurs comme quoi le président avait désigné certaines personnes de votre délégation non grata, comme il ne veut pas d'infulgence Mouteba. On a aussi cité votre nom. Est-ce que tout cela, est-ce que vous pouvez l'élaguer, vous pouvez les confirmer ou l'infirmer? Est-ce que le président veut voir certaines têtes et refuse d'autres? Comment ça se passe dans ces discussions que vous avez avec le président? Je crois que c'est à lui de poser la question, mais la réalité est que nous travaillons avec l'équipe de la présidence. C'est à lui de répondre à cette question. Et il est libre. Il est libre. Encore que j'ai dit, nous ne sommes pas là, le Monseigneur Mouteba et moi, ni même le révérend Lick, en nos noms personnels. Ce sont nos institutions que nous représentons conformément à nos statuts. Donc, cette question, ça, vous pouvez poser ça à lui. Il est libre. Il est libre de nous récuser, comme l'opposition aussi est libre de nous récuser. Donc, ça c'est évident. Peut-être pas en complément. Hein. Je pense que tout ce que vous dites, vous faites bien de revenir sur ça. Parce qu'il y a eu trop de manipulations aussi. Il y a des contre-vérités, il y a des choses juste pour alimenter. Vous savez, il faut faire la différence entre les jeux politiques au sens classique et des questions existentielles qui pèsent en termes de défis. Même si ce n'était pas le président Tshisekedi, n'importe quel président qui serait à sa place, dans un tel contexte, il doit s'assurer de certains fondamentaux. Aucun politicien ne fait la politique pour perdre, surtout quand on est au pouvoir. Donc c'est tout à fait normal et il faut dédramatiser certaines choses, de trouver cela normal. C'est-à-dire qu'un président qui voit une initiative, qui partage les opinions, ok, et qu'à un certain moment, ça donne l'impression que cette initiative aurait comme vocation menacer son pouvoir, c'est tout à fait normal qu'il prenne peut-être des reculs. Mais cela n'est pas une posture ferme.
Donc, dans une discussion normale, quand vous posez des questions, on peut avoir des distances, des perceptions de choses, mais le plus important dans un dialogue, on construit justement les consensus. Et donc, je puis dire aujourd'hui, comme disait Monseigneur, nous ne sommes pas là, vous nous avez présenté, nous sommes des secrétaires généraux de nos institutions, et dans nos textes, nous représentons nos institutions, pas parce que nous avons les têtes ou les visages, mais parce que nous avons des mandats institutionnels. Et puisque c'est l'initiative qui vient des institutions, c'est tout à fait normal que toutes les parties prenantes respectent aussi cette façon de faire. Et je vous assure que même le président Tshisekedi, en tout cas je le dis, mon collègue est là, n'a jamais donné cet avis comme étant une obligation ou un impératif. Ça a été soulevé dans des polémiques des réseaux sociaux, mais il peut toujours y avoir des discussions, comme je l'ai dit, les secrets des délibérations n'ont rien. Un élément de discussion ne constitue pas une conclusion ou une vérité immuable. Donc c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Comme dit les collègues, nous travaillons. Aujourd'hui, nous discutons avec les cabinets. C'est un peu comme vous avez aussi posé la question sur la proximité ou non avec... Non, vous savez, et mon collègue rappelait un peu les évangiles. Quand vous lisez Jean 4, Jésus avec la Samaritaine, il y a aussi des conditions comme ça. Vous arrivez, on vous dit, mais non, telle personne ne peut jamais être approchée par telle autre. Il faut qu'on aille au-delà de ça. La mission est pastorale. L'enjeu est de taille. Ce n'est pas du jeu politique, mais ici, c'est une question existentielle. Ce que nous faisons comme travail peut avoir des risques plus élevés que les petites critiques qui apparaissent dans les réseaux sociaux. Le plus important dans notre vocation et des pasteurs, mais aussi dans notre mission institutionnelle, c'est d'arriver justement à résoudre de vrais problèmes. Le vrai problème, ce n'est pas on a rigolé avec X, on a pris la photo. C'est la méfiance. Il faut régler les problèmes de la méfiance. Il faut régler les problèmes des agendas radicaux. Il faut régler les problèmes des ambitions personnelles. Pour qu'on arrive à ce que nous prétendons être la voie royale, c'est-à-dire le vivre ensemble et la paix, il nous faut beaucoup de dépassements. C'est comme ça que nous prêchons par exemple nous-mêmes, par l'exemple. Nous avons été avec les confessions religieuses, vous le savez bien, c'était un moment pas divisé, mais un peu éloigné dans nos opinions. Mais aujourd'hui, nous avons fait preuve, nous discutons avec tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre les acteurs politiques ensemble, mais c'est toute la nation qui doit incarner la symbolique de l'unité. Et ça doit partir même de nos maisons, de nos églises. C'est toute la structure sociétale qui doit comprendre que nous avons été beaucoup fragilisés à cause de nos divisions, à cause de nos différences. Maintenant, prenons ce qui est plus essentiel. Vous êtes à l'ECC ici, la devise, c'est l'unité dans la diversité. Nous devons respecter nos différences. Les différences de points de vue, les différences des revendications, les différences des réclamations. Mais le plus important, ce qui nous unit en tant que nation doit être plus fort que ce qui pourrait nous désunir. Monseigneur, parmi les raisons, c'est bon, je suis là, comme elle a bien dit, on va essayer un peu d'élaguer tous les rumeurs ou les affirmer tout simplement. Parmi les raisons, c'est ce qui s'est dit dans l'opinion, parmi les raisons qui ont poussé à ce que le chef de l'État soit méfiant envers votre personne, c'est parce qu'il y a une fuite, entre guillemets, d'un audio dont vous dites que cette initiative vise le président qui viendra après l'actuel chef de l'État. Est-ce que vous pouvez répondre à cette rumeur? Merci de me donner l'occasion. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon collègue Véran Eric. Vous savez, même vous êtes des journalistes, vous pouvez déjà de vous-même faire une critique. Vous me voyez, moi, aller auprès de ceux-là. Je connais leurs réactions, leurs relations avec ceux qui gouvernent le pays. Aller dire non, cette initiative, c'est pour faire tomber l'autre. Le discours est simple. Peut-être on n'a pas insisté là-dessus, et c'est ça qui fait d'ailleurs la particularité de cette initiative par rapport aux autres dialogues qui étaient régis par les agendas politiques. C'est la première fois qu'une telle initiative est prise par la société civile, par les églises que nous sommes. Qu'est-ce qu'on vit jusque-là? Conflit, guerre, dialogue, transition. Conflit, guerre, autant de dialogues qu'on a eu. Pourquoi ça n'a pas marché? Et la solution, c'est quoi? Le partage de pouvoir. 1 plus 4, on en est là. Comment faire les choses différemment? Nous avons dit non, cette fois-ci, plutôt que ce soit quelque chose pour régler les appétits des politiques,
donnons à la nation l'opportunité de bénéficier de l'expertise de tous nos savants, de personnes expérimentées dans différents secteurs. Le forum scientifique auquel nous tenons, qui va précéder les rencontres politiques. Alors, l'objectif de ce forum scientifique, c'est quoi? C'est-à-dire les experts vont réfléchir par rapport aux différentes thématiques, pas seulement sécuritaires, développement, économie, vivre ensemble, et puis ils vont proposer à ceux qui ont la vocation de diriger le pays et le politique une sorte de feuille de route. Vous êtes témoin avec moi lors des campagnes électorales. Vous pouvez me dire vraiment un programme sérieux des différents partis politiques? Sur quoi se base la campagne électorale? Les insultes et les promesses. Tout le monde, de tout bord. L'initiative prévoit que les scientifiques réfléchissent en termes du centenaire de l'indépendance, 1960 en 2060. Qu'est-ce que le scientifique nous aide à proposer aux politiques un certain cadre de gouvernance en projetant ce que sera le pays en 2060. Alors c'est dans ce cadre-là que je disais à nos frères. Donc vous comprenez que cette initiative, ce ne vise pas pour la personne qui est là, même ceux qui viendront après. Moi je suis sûr qu'en 2060, ils ne seraient pas là. Le président Tshisekedi, je crois que nous avons le même âge. Est-ce que cela veut dire que c'est pour, dans les mains des côtés, non. On a parlé tout à l'heure des méfiances. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous, auprès de ceux qui sont à Goma, vous avez rappelé le respect de l'ordre constitutionnel? Le discours que nous avons pour présenter notre initiative, c'est le même discours. Et puis, ça serait d'ailleurs, est-ce qu'ils nous prendraient au sérieux? Si on leur a dit autre chose qu'on a dit ailleurs, ils te verront que nous ne sommes pas sérieux. Ce qui est écrit dans les guides, c'est ce que nous avons dit. Est-ce que nous pouvons nous hasarder à tromper toute la communauté internationale, les nationaux, les présidents de la sous-région, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations unies, leur dire que nous allons dans cette direction, que nous allons faire le contraire? L'ordre constitutionnel ne sera pas renversé à l'issue de ce dialogue dont vous portez initiative. Dans notre perspective, d'abord, le dialogue n'est pas écrit. Le dialogue, plutôt le pacte n'est pas écrit. Oui. Le pacte, c'est le consensus que les politiques auront eu à la lumière. Il n'y aura pas consensus si la majorité n'est pas d'accord sur un point. Il n'y aura pas consensus si l'opposition n'est pas d'accord sur un point. Mais nous, dans notre perspective, l'orientation que nous donnons, c'est le respect de l'ordre constitutionnel, c'est clair. Vous avez, il y a ce respect de l'ordre constitutionnel. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est dans un cercle, en fait, il y a un cycle qui n'en finit plus. Avec ce pacte, quelle est la garantie que vous nous donnez aujourd'hui que si on organise ce dialogue dont vous portez l'initiative, on ne va pas retomber dans les mêmes travers que nous subissons actuellement? D'abord, pour l'ordre constitutionnel, je crois que le service technique va vous remettre une copie du rapport, information qui a été déjà rendue publique. Je crois que vous devez en être informé. Si vous lisez au 4e paragraphe du contexte, il est bien posé les fondements juridiques de l'initiative. Donc, il est repris l'article 63 de la Constitution, couplé de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Donc, ces débats-là, ça a été un débat juste pour manipuler et déformer les choses. Donc, les églises sont d'abord des légalistes et elles font respecter la loi parce qu'elles vivent dans la loi. Donc, nous ne pouvons pas être un mouvement insurrectionnel pour penser à mener une activité ou une initiative qui serait en dehors du cadre constitutionnel en vigueur. Ça, vous pouvez déjà en être sûr. Maintenant, des garde-fous pour ceux qui... En fait, ici, il faut d'abord se dire, le pacte n'est pas une finalité en soi-même. Ce pacte n'aura de sens que si chaque Congolais intègre dans son esprit la volonté du vivre ensemble. Il y a une éthique individuelle et une éthique collective.
Donc, on peut beau écrire ces pactes, ce ne sera pas le premier projet écrit. On a eu des manifestes intellets, on a eu toute une constitution. Mais pourquoi, même avec la constitution et les lois et règlements du pays, nous n'arrivons pas à nous comporter comme des hommes civilisés? Donc, le problème n'est pas qu'au niveau de texte. Le problème, c'est la relation qu'on veut avoir avec le texte et la conception qu'on a du texte. Et ça, c'est une éducation que nous devons apporter. Donc ici, il faut noter que c'est pas une panacée parce qu'on dit le pacte, aussitôt que le pacte est là, tout, non. Il y a un travail d'engagement, il y a un travail de conscientisation, il y a un travail où chacun de nous doit comprendre que j'ai ma part de responsabilité. Mais deuxièmement, et je m'arrête par là, l'avantage, peut-être la valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, cette approche prend des aspects qui se sont révélés comme des limites, que ce soit au niveau du dialogue des Santiti, que ce soit à la conférence nationale. Voilà pourquoi Monseigneur dit tout de suite que nous avons tout un secrétariat technique qui, lui, travaille dans le sens d'une approche diachronique, analysant non seulement les faits, mais aussi les textes et les engagements, y compris les accords que le pays a déjà signés dans son histoire. Si nous ajoutons aujourd'hui la dimension du vivre ensemble dans la région, parce que nous sommes bien conscients que le processus de justice transitionnelle n'a jamais atteint son point d'achèvement au Congo. Je le rappelle toujours, aujourd'hui nous parlons du Rwanda. On dit la communauté internationale protège le Rwanda. Mais d'aucuns ignorent que le processus de justice transitionnelle au Rwanda est arrivé jusqu'à terme et il consacre aujourd'hui la mémoire collective. Nous avons tenté en 2003, à l'issue du dialogue de Santiti, on a mis la commission Vérité et Réconciliation, qui était d'ailleurs pilotée par un évêque protestant, Monseigneur Kouye d'heureuse mémoire, qui nous a quittés, et les professeurs Ngonda Binda, qui est le professeur de philosophie à l'UNIKI. Mais quelles sont les difficultés que cette commission a connues? Parce qu'on n'était pas capable d'exhumer la vérité et de proposer une approche restauratrice. Ce qui devrait nous conduire à une véritable justice pour réparer les dommages subis par des victimes et arriver à mettre des garanties de non-répétition. Donc, ce que nous attendons de tous nos voeux, c'est qu'au terme de ces processus, qui n'est pas à confondre avec la signature des accords, c'est que c'est un processus qui doit déboucher sur la consécration de la mémoire collective qui donnera lieu au mécanisme des garanties de non-répétition. Pour s'inscrire dans cette même logique, s'il vous plaît, tout à l'heure, Monseigneur Cholet disait qu'on ne peut pas arriver à la signature de ce pacte si toutes les parties ne se mettent pas d'accord, notamment à l'opposition. Alors, quels sont les éléments ou les stratégies que vous avez envisagées à votre niveau pour justement amener l'opposition à se mettre d'accord avec le pouvoir, sachant que l'opposition, ou comme étant les politiciens, il y a juste une seule, des ambitions sont claires, la conquête du pouvoir. Quels sont les éléments ou les stratégies que vous avez là, une bonne question. C'est par là que vous allez comprendre la stratégie, l'attitude que nous avons vis-à-vis de tout le monde. C'est pour faciliter cette étape-là. Pour convaincre quelqu'un, il doit avoir confiance en vous. Et vous n'allez pas charger quelqu'un, l'insulter, puis demain, vous lui dites ayez confiance en moi. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Vous vous souvenez du dialogue de la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodjo. La SENCO était représentée par moi. Vous savez pourquoi la SENCO a claqué la porte? Parce que le 19 et le 20 septembre, d'abord, le rassemblement, lui, des PES, n'était pas ce dialogue-là, donc ce n'était pas inclusif. Nous, on tient l'inclusivité. Pendant que moi, j'étais là pour représenter la SENCO, les évêques étaient alimentés pour convaincre le vieux Étienne de rejoindre la cité l'OIA. Donc, on travaillait en même temps l'inclusivité parce que pour nous, c'est vraiment fondamental. Il n'y a pas de solution sans un dialogue inclusif. Alors voilà, pendant qu'on était à ce point-là, l'UDPS a organisé une marche. On a tué les militants de l'UDPS. Mais non, on ne peut pas aller de l'avant comme ça. Alors, nous avons claqué la porte. Je me souviens, honorable Obemina, qui m'a poursuivi la porte pour me demander de rentrer en disant que mais vous êtes l'UDPS ou vous êtes église. Donc, alors, finalement, le dialogue a eu lieu sans résultat.
Mais il faudrait éviter, sans résultat. Et le président Kabila nous a invité à la SENCO. Il a d'abord commencé par nous faire observer que nous ne l'aimons pas, patati patata. Il avait ses raisons. Et on est arrivé au dialogue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'UDPS avait, donc, qui, dans l'opinion, comme aujourd'hui, était très proche de nous, avait des exigences possibles. Donc, le dialogue ne serait pas possible par rapport à ce point de vue. Alors, nous devions, par exemple, pour eux, c'était la transition sans Kabila. Et là, nous avons ramené la Constitution à l'article 4. Mais écoutez, alors c'est puisque nous avions une attitude vis-à-vis d'eux, en montrant que on les accepte malgré leurs défauts, qu'ils nous ont prêté oreille. Donc, il faut quand même une certaine attitude vis-à-vis de tout le monde pour que vous soyez aussi écoutés par eux. Et ça sera la réussite. Une petite question, je vais reprendre parce que je voulais rebondir à ce que vous venez de dire. Donc, aujourd'hui, vous faites, le président Kabila est en train, hier, on peut le dire comme ça, on vous reproche aujourd'hui, c'est que le président Kabila vous reprochait hier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas en train de faire le frais de cette proximité un peu envahissante avec les politiques? C'est l'histoire qui se répète, en fait. Ce sont les mêmes qui nous applaudissaient, qui critiquent aujourd'hui les mêmes attitudes que nous avons. Ça signifie que c'est nous qui sommes au milieu du village. Est-ce que vous ne faites pas les frais de ça? Est-ce que ce n'est pas le temps pour l'Église de se retirer un peu de tout ce qui est politique? L'Église ne peut pas être indifférente là où la population souffre. La Constitution nous donne le droit à l'article 64, à tout le monde, à vous et à moi, comme individu, comme structure organisée, de défendre le pays quand il est menacé. Le pays est menacé. Et comme c'est la politique qui gère le pays. Mais comme je dis, ça reste une approche, une initiative pastorale en politique. J'aurais voulu bien entendre Monseigneur Chollet par rapport à la question que j'ai posée au révérend. Comment faire pour que demain, on ne se retrouve pas avec un ancien président, la CENI, aujourd'hui chef rebelle, par rapport à ce pacte? Comment faire Quels sont les garde-fous de ce pacte une fois qu'il a lieu? On l'espère tous, on le souhaite en tout cas, pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans les situations actuelles où on a un ex-président de la CENI qui est aujourd'hui rebelle. Bon, je crois que toutes ces expériences-là, et le révérend Eric a fait cela, font partie des études qu'on est en train de mener au niveau scientifique pour que ça ne retombe pas dans le jeu. Je l'ai dit au début d'ailleurs, nous ne sommes pas des experts en toutes ces questions, c'est avec le concours de tout le monde. C'est la toute première fois qu'avant un tel dialogue, vous voyez toutes les couches. Il y a aussi un problème de garantie. Pourquoi est-ce qu'on est à Washington? Pourquoi est-ce qu'on est à Doha? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrangé ça? l'M23 et le gouvernement ne se sont pas parlé ici à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi. Il y a quand même besoin d'avoir des leviers, des garanties, de compromis qui aura été convenu. Nous vivons aujourd'hui dans un monde global, donc nous n'avons pas une recette à donner, mais nous offrons un cadre et nous avons confiance qu'on a des hommes intelligents dans ce pays avec l'accompagnement des partenaires. On pourra arriver à une solution. Voilà, nous allons chuter déjà. Une question, et la dernière, Monseigneur Chollet. Et aujourd'hui, s'il faut qu'il y ait dialogue, qui doit convoquer cela? Bon, la proposition, comme je dis, nous faisons une proposition quitte aux parties prenantes de réagir. La proposition que nous faisons, que nous mettons sur la table, c'est que ce soit le pouvoir organisateur, soit tripartite. Il y a l'État congolais qui est incontournable et nous avons proposé la médiation africaine comme garant et les églises qui prennent l'initiative. Alors il faudra faire la démarcation entre l'État et l'Union sacrée. L'Union sacrée est partie prenante comme l'opposition. L'État est à sa place. Donc ce qui revient à l'État, l'État va le faire. Ce qui revient à l'Union sacrée devrait se conformer aussi
à ce qui sera mis en place en tenant compte de l'opposition. Voilà. Bah, l'organisation est différente de la convocation. Qui convoque le dialogue? C'était la question de madame. Qui, selon vous, doit convoquer le dialogue? Bon, c'est une question, pour nous, c'est vraiment facultatif. Pour nous, l'essentiel est que les Congolais se réunissent dans les mêmes conditions. Que ce soit les chefs de l'État. La fois passée, c'était le président Kabila qui avait demandé oralement. Si aujourd'hui, le président, le plus important, c'est l'objectif. Il faudra quelque chose qui met d'accord tout le monde. Nous, on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Si déjà dans le qui, vous ne vous mettez pas d'accord, on se dit, mais comment... Non, nous, on n'a pas de problème. Je l'ai dit clairement, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, il ne faut pas oublier que nous parlons d'un État qui existe, comme le collègue l'a dit. Et nous faisons l'effort vraiment de mettre de côté les accessoires pour rester à l'essentiel. Voilà. Je l'ai dit, même le dialogue lui-même n'est pas une fin en soi. On peut aller dans un dialogue, on discute, on prend des résolutions, on sort. Mais si les problèmes qui sont là, la paix, la réconciliation, l'unification, le rétablissement de l'autorité de l'État, l'amélioration de la gouvernance, les recadrages du processus démocratique, si toutes ces questions ne sont pas résolues, les églises estiment que ces dialogues ne serviraient à rien. C'est pourquoi nous insistons sur 3 choses. La première des choses, nous reconnaissons la contribution des autres initiatives, notamment l'accord de Washington, qui est un acquis important. Et l'Église le dit sans embâche. On peut avoir des choses à critiquer, mais c'est un cadre qui dépeint justement le mécanisme des résolutions des conflits entre États, et ça ouvre la perspective à une possible relation de développement. C'est un acquis, je m'excuse. Deuxièmement, nous avons entendu la déclaration des principes au niveau du Doha, où nous attendons l'accord. Ce serait certainement un autre acquis. Mais la vérité, c'est que il faut maximiser ces acquis, parmi lesquels il y a le pacte social. Le pacte social ne peut pas résoudre tout en lui-même, parce qu'il y a des aspects qui dépassent le cadre du pacte social. Ce sont les aspects militaires, ce sont les aspects diplomatiques qui nécessitent, comme disaient les confrères, le garantie international. Donc, ici, c'est qu'il faut retenir. Le plus important, c'est qu'on arrive à une paix durable. La voie pour y arriver, il y a plusieurs contributions. Entre autres, le mécanisme du dialogue inclusif à l'interne. Maintenant, ces dialogues-là vont nous permettre de regarder justement qu'est-ce que nous pouvons corriger ensemble, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, et avec l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale, nous pouvons arriver à quelque chose. Je termine pour dire, l'acte de convocation est un acte juridique, est un acte politique. Il peut être un acte politique, comme on a dit, le président peut le dire, ça peut être un acte juridique qui peut poser un acte. Le plus important, ce n'est pas l'acte de convocation, c'est la crédibilité des dialogues. C'est ça qui est important. Le président peut, par une volonté exprimée, demander, par exemple, à une organisation, SCC-SENCO, conduisez les dialogues. Mais est-ce que les SCC-SENCO et la SENCO seront en mesure de mettre tout le monde autour d'un table? C'est là l'important. Donc, qu'ils écrivent ou qu'ils n'écrivent pas, que ce soit qui peut convoquer, l'important c'est la crédibilité, et que cette crédibilité nous conduise au résultat. Les autres là, c'est des débats qui restent ouverts. Une dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À la fin. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de matières. Certainement, on aura un deuxième numéro pour essayer un peu d'exploiter encore. Mais juste une dernière question. On s'entend parler, vous avez parlé avec beaucoup d'assurance par rapport à cette initiative. Qu'est-ce qui vous rassure que si tout le monde adhère à cette initiative et qu'on allait jusqu'au bout, ça sera un succès par rapport à tout ce que vous avez décrit comme crise? Et à Monseigneur Cholet, dernière aussi, est-ce que vous mettez aussi à la place de la population qui semble être perdue par rapport à la complicité du temps que doit prendre normalement ce pacte? Lorsque vous êtes parti consulter d'autres partis à l'étranger, notamment les chefs d'État, c'était plus rapide, mais depuis votre retour ici, tout semble bloqué. Et la durée jusque-là, à chaque fois qu'on pose cette question, on n'a toujours pas de réponse. Voilà. Ce qui nous rassure de notre côté, c'est la légitimité qu'a aujourd'hui cette initiative au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Aujourd'hui, c'est un débat. Je vous rappelle que le Parlement européen a pris une résolution qui soutient l'initiative du pacte social,
Le Congrès américain a fait de même. Les Nations Unies, au bureau du secrétaire général des Nations Unies, où nous y étions, ça a été déjà évoqué, même au Conseil de sécurité. Parce que souvent, les blocages viennent de là. Quand vous arrivez à obtenir l'adhésion du niveau international, au niveau national, vous l'avez dit, c'est éviter de quelques querelles des familles, des petits problèmes, et qui sont en train d'être résolus. Et nous estimons l'implication de tout le monde dans cette démarche est déjà un indicateur de succès qui peut nous rassurer que ça peut donner un bon résultat. Je me mets à la place de la population qui est impatiente parce que, surtout ceux qui sont à l'Est, nous avons des confrères là, nous savons ce que ça leur coûte pour venir ici. Ils doivent passer par Kigali, arriver ici en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'énergie. La situation, le fait que les banques ne sont pas opérationnelles, donc c'est tout le monde qui a hâte que, d'ailleurs, quand on a lancé l'initiative, les premiers encouragements à cette initiative du côté de l'Église catholique, nous l'avons reçu de Bukavu et de Goma. Nous avons reçu de la population. Nous ne comptons que sur cette initiative-là. Donc, eux, vraiment, ils sont le plus malheureux quand les choses traînent. Donc là, votre question, j'aimerais transformer ça en une interpellation aux différentes parties prenantes pour que chacun mette du sien pour qu'on avance le plus tôt possible. Merci à vous, nos invités, Révérend Éric Senga, secrétaire général de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, et Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SYNCO. Merci pour tous ces éclaircissements sur les préoccupations de nos téléspectateurs, auditeurs et puis internautes. Merci également à Bernard Poy et Élisée Odia pour votre participation à ce plateau spécial. À vous tous qui vous nous avez suivis, nous rappelons que nous avons tout compris concernant cette initiative Pacte Social, mais j'espère que nous allons nous revoir prochainement pour une suite qui va vous permettre de suivre donc l'évolution de cette initiative à travers le temps. Au revoir chez vous. Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble, c'est la base de notre cohésion nationale. Pacte social, c'est pour la paix et rien que pour la paix à RDC et dans la sous-région. Pacte social, la paix, c'est notre priorité.